Bonjour à tous, je vais vous présenter les arbres binaires de recherche. Donc c'est une structure chaînée comme on en a vu jusque-là, sauf que pour l'instant on a vu des structures linéaires, donc les piles, les fils, les listes. La différence entre les trois, c'est essentiellement à quels éléments on se permet d'accéder et quels éléments dans quel ordre on fait rentrer et sortir les éléments de la structure. Mais c'est des structures linéaires dans le sens où chaque chaînon, chaque élément, il est lié au suivant simplement, et pas plus. Là, on a des structures qu'on dit arborescentes, et donc dedans j'ai des nœuds. Donc par exemple un nœud, où je vais mettre à droite, un nœud 8, donc là j'ai décoré mon arbre avec des entiers, on peut mettre ce qu'on veut dedans bien sûr. Ce nœud-là, il n'a pas juste un successeur, un suivant, il a deux suivants. Il a un fils gauche et un fils droit. Donc on va dire qu'on a des nœuds pairs, des nœuds fils, et chaque paire peut avoir plusieurs fils. Donc ça c'est un arbre. Ce qu'on ne peut pas avoir, c'est des structures qui se rejoignent, par exemple avec un lien qui irait de 4 vers 13. Ça serait plus un arbre. Donc un arbre, chaque nœud a plusieurs fils, et dans cet ordre. Donc on va distinguer un nœud particulier qu'on appelle la racine, c'est celui qui n'a pas de parents. Et puis on distingue aussi les feuilles, c'est des nœuds qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Et les nœuds internes, c'est ceux qui ont à la fois des parents et des enfants. Donc ça c'est les arbres en général. Les arbres binaires en particulier, chaque nœud il a 0, 1 ou 2 fils et pas plus. Donc binaire parce qu'il y a au plus de fils. Mais il peut y en avoir 0. Éventuellement il peut y en avoir 1. Je pourrais très bien avoir un nœud qui part d'ici. C'est pas interdit. Donc ça c'est les arbres binaires. Et les arbres binaires de recherche, eh bien on va organiser les nœuds d'une façon particulière. Puisqu'on va, si par exemple j'ai un nœud X ici, eh bien dans le sous-arbre gauche, je ne pourrais mettre que des éléments dont la valeur est inférieure ou égale à x, et dans le sous-arbre droit que des éléments dont la valeur est supérieure ou égale à x. Donc c'est le cas par exemple ici, ma racine 8, à gauche il n'y a que des nœuds qui sont inférieurs ou égaux à 8, à droite que des nœuds qui sont supérieurs ou égaux à 8, et cette contrainte est répétée à chaque niveau, c'est-à-dire que au niveau du nœud 4, tous ces fils gauche sont plus petits, tous ces fils droits sont plus grands, pareil pour le nœud 15, et pareil pour le nœud 13. Donc cette contrainte va être maintenue à chaque niveau de l'arbre, ce qui nous donne la possibilité de rechercher très facilement un élément. Donc par exemple si je recherche 14, je pars d'ici, c'est pas la valeur que je cherche, donc je sais qu'elle est forcément, elle est plus grande, donc elle est forcément à droite. Maintenant je cherche ici, je compare, 14 est plus petit que 15, donc forcément si je trouve le 14, il sera à gauche. 14 est plus grand que 13, donc forcément il sera à droite, et je l'ai trouvé en parcourant uniquement une descente d'arbre sans avoir besoin d'examiner toute la structure. Donc c'est très efficace pour la recherche. C'est ce qui permet en fait d'avoir des... Si maintenant je cherche un élément qui n'est pas présent, donc par exemple on va chercher 9, et bien même principe, je pars d'ici. Je constate que 9 c'est plus grand que 8, donc je vais chercher à droite. 9 c'est plus grand que 15, donc je vais chercher à gauche. C'est plus petit, pardon. C'est plus petit que 13, donc je vais chercher à gauche. Et c'est plus petit que 10, je vais chercher à gauche. Je vais tomber sur plus d'arbres, c'est la fin. Donc je sais qu'il n'est pas présent dans l'arbre. Et enfin, on peut parcourir l'arbre dans l'ordre. Donc là, je vais le faire juste comme ça, sans expliquer trop. Donc on va en fait aller chercher le plus petit élément qui se trouve à gauche, le suivant il est là, puis on remonte, puis je vais aller complètement à gauche et je trouve le suivant il est là, je remonte d'un cran et j'ai parcouru l'arbre dans l'ordre assez facilement en suivant un algorithme systématique que je vous montrerai tout à l'heure. Alors la définition de la structure, ça va beaucoup ressembler aux listes chaînées, aux piles et à tout ça, puisqu'on a un B-node, donc B pour binary, c'est un nœud d'arbre, c'est une valeur, donc là j'ai mis des int, mais on pourrait mettre ce qu'on veut. Alors à ceci près quand même qu'il faut pouvoir comparer les valeurs entre elles et les ordonner. Donc si je ne peux pas ordonner les valeurs que je veux mettre dans l'arbre, je ne peux pas utiliser un arbre binaire de recherche.
Mais bon, la plupart des valeurs, on arrive à définir un ordre dessus. Et puis au lieu d'avoir un seul fils, enfin un seul successeur qui s'appelait next, je vais avoir deux. J'ai left et right qui sont des pointeurs sur un struct bnode, donc des arbres, puisqu'un arbre, un B-tree, binary tree, c'est un pointeur sur un bnode. Voilà. Donc tout simplement, c'est la même chose que les listes, mais avec deux successeurs qu'on appelle left et right. Alors la recherche du minimum que je vous ai esquissé tout à l'heure, donc je prends un arbre T, et le minimum, je vais le trouver complètement à gauche. Donc je vais descendre l'arbre tant que je peux à gauche, et ça sera le plus petit élément par définition de la structure, puisque je veux le minimum de cet arbre-là, donc forcément il est dans le sous-arbre gauche, et ainsi de suite, et puis quand j'ai plus de sous-arbre gauche, ben, j'ai trouvé le minimum, puisqu'il n'y a pas d'élément plus petit, sinon il serait dans son sous-arbre gauche. Et donc il y a une simple boucle while, tant que t flèche left, donc c'est l'arbre, flèche left c'est son sous-arbre gauche, et s'il est nul, ben, ça vaudra une condition fausse et je sortirai de ma boucle. S'il n'est pas nul, eh bien j'ai un sous-arbre gauche, et donc il faut que je descende dedans, et donc je dis t égale t flèche left. Et je recommence. Tant que je peux, et quand je peux plus, eh bien j'ai trouvé mon nœud le plus à gauche qui n'a pas de fils gauche, et donc il porte la plus petite valeur de l'arbre, et je renvoie cette valeur. Juste une remarque qu'on a déjà faite, mais t c'est un paramètre de la fonction, et donc si je le modifie, ce qui est le cas ici, hein, cette modification ne sera pas reportée sur la valeur qui a été passée en paramètre par la fonction appelante, puisque le paramètre il est mis dans une variable temporaire sur la pile qui sera dépilée. Donc cette affectation est correcte, mais elle n'a pas d'effet sur t. Dès que je sors de la fonction, la valeur de t qui était sur la pile disparaît. La recherche du maximum, c'est exactement le même algorithme, mais complètement à droite. Donc tant qu'on a un fils droit, on descend. Quand on n'en a plus, on a trouvé la plus grande valeur. Alors maintenant, pour savoir si un élément est présent ou pas dans l'arbre, donc BT has, on veut savoir si l'arbre T il a la valeur val. Eh bien, on a un parcours de l'arbre qui va cheminer en comparant les valeurs une à une. Donc le premier cas, c'est que l'arbre est vide. Donc si t est le pointeur nul, donc ça veut dire l'arbre est vide, donc si la condition non t est vraie, je retourne 0 pour dire je ne l'ai pas trouvé. Puis quand je le trouverai, je retournerai 1. Sinon, si la valeur que je cherche est égale à la valeur du nœud, eh bien j'ai trouvé. Donc je renvoie 1. Donc, par exemple, si je cherche 8, eh bien je regarde la valeur 8 au sommet, je l'ai à la racine, je l'ai trouvé, donc j'envoie 1. Sinon, bah, en fait, il y a deux cas. Soit la valeur que je cherche est plus petite que la valeur du nœud. Par exemple, je cherche 6, et donc je vais la chercher dans le sous-arbre gauche. Donc je vais suivre t flèche left, et je vais chercher ma valeur avec btas dans le sous-arbre gauche t flèche left. Et je renvoie cette valeur. Et sinon, bah, si c'est pas égal, si c'est pas inférieur, c'est forcément supérieur, et donc je vais chercher ma valeur dans le sous-arbre droit. Vous voyez, on a une fonction qui est récursive, on va chercher récursivement dans le sous-arbre gauche ou droit, selon comment on compare la valeur qu'on cherche à celle du nœud. Et donc il y a deux conditions d'arrêt à cette récursion, soit je tombe sur un arbre vide, soit je tombe sur le nœud que je cherche. Donc par exemple, si je cherche 7, ben, c'est plus petit que 8, donc je vais aller chercher à gauche, c'est plus grand que 4, donc je vais chercher à droite, c'est égal à 7, donc je renvoie 1. Si maintenant je cherche 10, non 10 je l'ai, pardon, je cherche 9, on va dire, donc 9 c'est plus grand que 8, donc je vais chercher à droite, c'est plus petit que 15, donc je cherche à gauche, c'est plus petit que 13, je cherche à gauche, c'est plus petit que 10, je cherche à gauche, et le sous-arbre gauche ici, il est vide, c'est un pointeur nul, et donc on va retourner 0, on ne l'a pas trouvé. Alors enfin, pour ajouter un nœud, ben, ça va être à peu près pareil, dans le sens où on va se balader dans l'arbre, jusqu'à tomber sur un emplacement pour ajouter notre nœud. Contrairement à la recherche où on dit bon, je l'ai trouvé ou pas, là on va chercher un emplacement pour le mettre, et on va le mettre ici en créant un nouveau nœud.
Alors la différence, c'est qu'on va prendre, ici on prenait un B-tree, ici on va prendre un B-tree étoile, un pointeur sur B-tree, puisqu'on doit pouvoir modifier le paramètre. Imaginez, je passe un arbre vide, j'ajoute une valeur dedans, je crée un nœud, et donc mon arbre vide, il ne doit plus être vide. Donc je dois pouvoir modifier mon paramètre, et donc je passe un pointeur sur ce paramètre. Donc mon paramètre c'est T, l'arbre pointé par T, c'est étoile T. Donc dans étoile T, je veux insérer la valeur val. Alors le premier cas, comme tout à l'heure pour la recherche, si mon arbre est vide, donc étoile T c'est mon arbre, s'il est vide, note étoile T, ça vaudra vrai si étoile T est nul, et donc je suis en train d'insérer dans un arbre vide, donc je vais tout simplement remplacer l'arbre par un pointeur sur un nœud bnode, donc j'alloue la mémoire nécessaire pour stocker un bnode avec malloc de sizeof de bnode, et puis je mets dedans, dans mon arbre étoile T, je positionne la valeur, le fils gauche qui est vide, le fils droit qui est vide. Et voilà, j'ai fini, j'ai inséré mon nœud. Sinon, si la valeur que je cherche, que je veux insérer, est plus petite que la valeur de l'arbre, étoile T flèche val, eh bien je vais aller insérer dans le sous-arbre gauche, et si la valeur est plus grande, je vais insérer dans le sous-arbre droit. Je reviens sur ces expressions barbares là. J'y reviens dans un instant. Donc si c'est plus petit, si la valeur que je veux insérer est plus petite, je vais insérer dans le sous-arbre droit. Si elle est plus grande, je vais insérer dans le sous-arbre. Si elle est plus petite, j'insère dans le sous-arbre gauche. Si elle est plus grande, j'insère dans le sous-arbre droit. Et si elle est égale, puisqu'en fait j'ai fait soit il n'y a pas d'arbre, soit elle est inférieure, soit elle est supérieure, et si elle est égale, je fais rien du tout, parce qu'en fait elle est déjà présente. Donc je pourrais interrompre le programme, faire une erreur ou je ne sais quoi, mais en fait il n'y a rien à faire, la valeur est déjà présente, donc je n'ai pas besoin de l'ajouter, et donc là on choisit de ne rien faire. Donc ce qui change légèrement par rapport à tout à l'heure, où on disait je l'ai trouvé, et donc on avait les deux autres conditions, inférieur, supérieur. Là on n'a pas cette condition égale, mais par contre on retrouve les trois autres. Alors comment je vais faire pour aller insérer dans le sous-arbre gauche? Étoile T, donc c'est l'arbre, puisque T c'est le pointeur sur un arbre, donc étoile T c'est l'arbre, flèche left c'est le fils gauche, et avec les perluettes, le commercial, je vais prendre l'adresse du fils gauche, tout simplement. Étoile T c'est l'arbre, flèche left c'est le fils gauche de l'arbre, et je prends son adresse avec le et commercial ici qui me donne l'adresse du fils gauche. Donc concrètement, si je remonte à ma définition, c'est l'adresse du champ left dans la structure node, dans la structure bnode. Donc même chose à droite, étoile T c'est l'arbre, flèche right c'est le fils droit, et je prends son adresse avec les perluettes. Et donc j'appelle récursivement btadd pour faire l'ajout. Donc imaginons que j'ajoute 9 par exemple, donc mon arbre n'est pas vide, ma valeur 9 est plus petite que 8, donc je vais l'insérer dans le sous-arbre droit. Mon arbre n'est pas vide, donc la ligne 38, je passe le test. La valeur n'est pas plus petite, elle est plus grande, donc je vais insérer dans le sous-arbre droit. Et maintenant ici j'arrive à 7, et je regarde mon arbre n'est pas vide, ma valeur n'est pas plus petite, ma valeur est plus grande, donc je vais insérer dans le sous-arbre droit, qui va être le pointeur, qui va être la structure, le champ right de la structure qui porte le 7 ici, et donc ça sera un arbre vide. Et donc on va modifier cette valeur, ce pointeur, puisqu'on passe en paramètre un pointeur sur arbre, et donc là on va greffer une cellule, on va allouer directement un chaînon qui va venir se greffer ici à droite. Donc maintenant, la suppression d'un élément, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc imaginons que je veux supprimer 8. Et bien si je supprime 8, donc là le nœud que j'ai colorié en rouge, je vais couper mon arbre en deux. J'aurai un sous-arbre gauche, un sous-arbre droit, et j'aurai plus une structure complète. Donc en fait, les seuls éléments que je peux supprimer sans problème, c'est les feuilles.
Si je supprime une feuille, il n'y a pas de problème, je n'ai pas cassé la structure. Par contre, si je supprime n'importe quel autre nœud, je vais casser la structure. Donc l'astuce, ça va être de dire, quand je veux supprimer un nœud, je vais devoir le remplacer par un autre nœud, de façon à préserver la structure. Et donc, si je veux supprimer 8, eh bien pour faire ça, en fait, je vais remplacer la valeur qui est ici par soit la plus grande valeur de sous-arbre gauche. Donc à gauche, j'ai toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à 8. Et donc la plus grande, elle sera inférieure ou égale à 8, bien sûr, mais elle sera aussi supérieure ou égale à toutes les autres. Et comme c'est la plus grande, ça sera peut-être une feuille, ou en tout cas quasiment une feuille, on verra qu'on peut s'en sortir. Donc je vais mettre ce 7 ici, et ça va préserver la structure de l'arbre, puisque j'avais la plus grande valeur inférieure ou égale à 8 que je mets là, elle sera toujours supérieure ou égale à toutes celles-là, toutes celles qui restent, et elle sera toujours inférieure ou égale à toutes celles qui sont ici, puisqu'elle était déjà inférieure ou égale à 8. Si j'ai pas de nœud ici candidat, je peux aller chercher la plus petite valeur du sous-arbre droit. Donc elle est supérieure ou égale à 8, puisqu'elle est dans le sous-arbre droit. Et par définition, du coup, elle est supérieure ou égale à toutes celles-là. Et comme c'est la plus petite du sous-arbre droit, elle est inférieure ou égale à toutes celles-là, et donc elle a sa place ici, à la place du 8. Donc l'algorithme, c'est ça, c'est de se dire, je vais aller chercher l'une des deux valeurs, si elle est présente, pour remplacer le 8, et puis après, je m'occuperai de ce qui se passe au niveau de... Alors ici, c'est des feuilles, c'est pas toujours des feuilles, mais on verra, il n'y a pas tant de cas que ça. Donc on a besoin d'une fonction qui va remplacer la plus grande valeur, donc BT pour binary tree, rep pour replace max, la plus grande valeur, ça sera du sous-arbre droit. Et déjà on va aller la chercher, donc on va parcourir dans l'arbre T, on va avoir besoin de deux pointeurs, un pointeur qui va être le parent de la plus grande valeur, un pointeur M, donc P ça sera le parent, M ça sera le max, et au départ ça sera T flèche left, puisqu'on va chercher dans le sous-arbre, regardez, T flèche left, on va chercher à remplacer 8 par la plus grande valeur du sous-arbre gauche, et donc on va chercher le sous-arbre gauche qui est T flèche left. Donc tant que M a un fils droit, là on va faire une recherche de max dans l'arbre M. Tant que M a un fils droit, on descend, c'est-à-dire que le parent ça devient M, et M devient M flèche right, donc on descend à droite tant qu'on peut, jusqu'à tomber sur le max. On a trouvé le max, et donc maintenant on remplace la valeur de T par la valeur de M. Donc ça, ce remplacement il est fait comme ça. Et c'est la cellule M qu'on va essayer de libérer. Alors pour pouvoir libérer la cellule M, il y a trois possibilités, en fait, trois situations possibles. La première situation, c'est celle qui est ici à la ligne 58, donc P égale T. Donc en fait, on a tout de suite sorti de la boucle, parce qu'en fait, donc ça c'était notre arbre complet. Donc on avait positionné P sur T, M c'était T flèche left, donc c'était ce chaînon là, et puis M n'avait pas de fils droit dès le départ. Donc dans ce cas là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va juste supprimer ce chaînon M et chaîner directement T vers le sous-arbre gauche de M. Donc on va dire que T flèche left, ça devient M flèche left. T flèche left devient M flèche left. Et donc ça me donne cette situation-là, où je greffe le sous-arbre gauche de M directement sur T, et le chaînon T, il est libéré ici à la fin. On libère la mémoire du chaînon. Donc voilà, première situation où on n'était pas descendu dans l'arbre, en fait, la situation était comme ça dès le départ. Notez bien que dans toutes les situations, on aura forcément un M flèche right qui est vide, puisque c'est la condition de sortie de la boucle. Tant que M flèche right, on descend. Donc il n'y a pas de fils droit, et c'est pour ça que c'est le plus grand sur M. Donc deuxième cas, ligne 60.
On a descendu un petit peu, on a parcouru un ensemble de fils, donc on a descendu sur M, pardon, et on a descendu à droite pendant un moment, et on est tombé sur une situation où M, en fait, M est une feuille. D'accord, il n'y a pas de fils gauche, il n'y a pas de fils droit, et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Tout simplement, on va pouvoir enlever ce chaînon, il ne dérange pas, il n'a pas de fils, donc on ne va rien perdre juste en le dégageant. Et donc on va dire que le fils droit de P, au lieu d'être M, ça sera nul. C'est ce qu'on fait ici, le fils droit de P est nul. Donc on avait cette situation-là, on aboutit à cette situation-là. Et dernier cas, c'est le cas, le troisième cas qui reste. On a descendu un cran à gauche, puis à droite pendant un moment. On est tombé sur cette configuration-là, où M, bien sûr, n'a pas de fils droit, mais il a un fils gauche. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que on peut dégager M, mais il ne faut pas perdre le sous-arbre gauche de M, donc, que j'ai dessiné en vert. On va le greffer à droite de P. Alors, pourquoi c'est correct? Parce que on a un arbre binaire de recherche, donc tout ce qui est à droite de P, y compris M, et tout le sous-arbre vert, est plus grand ou égal à P, donc ça peut très bien se placer ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire P flèche right, donc ce pointeur-là, va être égal à M flèche left, donc ce pointeur-là, et donc on va aboutir à cette situation. Et c'est les trois cas possibles, puisque soit M, il a pas de fils gauche. Alors déjà, il n'a pas de fils droit, parce qu'on a cette boucle-là qui va descendre tant qu'il y a un fils droit, puisqu'elle cherche le max. Donc on sait qu'elle n'a pas de fils droit. Et donc, soit il a un fils gauche, c'est cette situation, soit il n'en a pas, et soit, cas particulier, on était directement greffé sur T. Et donc ça, c'est un cas qu'on doit traiter à part, qu'on a traité au début. Voilà. Donc ça, c'est l'ajout d'un élément. Comment dire, la fonction de base dont on a besoin pour ajouter un élément. Donc c'est la fonction qui remplace la racine par le plus grand élément du sous-arbre gauche de T, donc la racine T. Mais vous voyez qu'on n'a pas besoin de modifier T, dans le sens où c'est pas le chaînage qu'on modifie, c'est la valeur ici qui est déplacée du chaînon M vers le chaînon T. On va avoir exactement la même fonction, j'ai pas fait de dessin parce que c'est la même chose, pour remplacer la racine, enfin la valeur sur la racine par la plus petite valeur du sous-arbre droit. Donc là on va juste inverser left et right et on va trouver exactement le même algorithme. Et donc enfin on a la fonction qui supprime un élément. Donc elle est susceptible de modifier T. Imaginons par exemple que T ça soit juste un chaînon, juste une feuille toute seule et c'est l'arbre, et bien ça va devenir un arbre vide. Donc on va supprimer la valeur val dans T. Donc les possibilités, si la valeur val, donc étoile T c'est l'arbre, je rappelle, T c'est un pointeur sur arbre, donc étoile T c'est l'arbre, si étoile T flèche val c'est la valeur que je veux supprimer. Alors, et là on va tomber sur les trois sous-cas. J'ai trouvé la valeur à supprimer, donc soit j'ai un fils gauche, et donc à ce moment-là je vais remplacer la valeur sur l'arbre étoile T par la valeur la plus grande valeur du sous-arbre gauche de étoile T. Donc si étoile T flèche là, ça veut dire il existe un sous-arbre gauche à T, et bien j'appelle le replace max que j'ai écrit tout à l'heure. Sinon, s'il existe un sous-arbre droit à T, eh bien je vais remplacer le replace, je vais appeler le replace min pour remplacer la valeur sur l'arbre étoile T par la plus petite valeur du sous-arbre droit. Et sinon, ça veut dire qu'il n'y a ni fils gauche ni fils droit, donc en fait l'arbre que je suis en train de modifier, c'est juste une feuille, et donc je vais libérer sa mémoire, et je vais le remplacer par l'arbre vide, nul. Donc, vous voyez, une fois que j'ai fait les deux fonctions précédentes, c'est très facile. Alors après, si la valeur que je veux remplacer n'est pas celle qui est à la racine, je vais descendre, soit à gauche, soit à droite, donc ça va ressembler beaucoup à la fonction d'ajout de tout à l'heure. Donc si étoile T flèche val est inférieur strictement à val,
Alors je vais remplacer dans le sous-arbre droit, donc je rappelle étoile T c'est l'arbre, flèche right c'est le fils droit, et je prends le pointeur dessus, et donc si la racine est plus petite que la valeur que je veux supprimer, il faut que j'aille bien supprimer la valeur dans le sous-arbre droit. Donc je passe le pointeur sur le sous-arbre droit. Et pareil de l'autre côté. Si donc c'est le else, si c'est pas égal, si c'est pas inférieur, alors c'est supérieur. Et donc je vais effacer val dans le sous-arbre gauche si la valeur de la racine est plus grande. Pardon, j'ai mis i ici, ça devrait être val. Est plus grande que val. Donc voilà, c'est un algorithme qui est un petit peu plus compliqué que l'ajout, mais finalement, une fois qu'on décompose bien les cas, ça se fait bien. Vous voyez, là j'ai fait des petits dessins, et comme je l'explique souvent, bah, c'est en fait on trouve l'algorithme à partir des petits dessins. Il n'est pas question sur ce genre d'algorithme de raisonner autrement. On raisonne avec les petits dessins, on fabrique l'algorithme, et on ne va pas s'amuser à le dérouler ensuite l'exécution. C'est c'est là où il faut vraiment faire appel à la récursivité en tant que concept un peu abstrait. C'est-à-dire, si je peux pas remplacer, qu'est-ce que j'ai fait, pardon. Si je peux pas remplacer directement, eh bien, je vais remplacer, si je peux pas effacer une valeur à la racine, eh bien, je vais effacer à droite ou à gauche, selon ce que je cherche, de même façon que quand je veux ajouter une valeur, si je peux pas l'ajouter à la racine, je vais l'ajouter à gauche ou à droite, de la même façon que quand je cherche une valeur, si je la trouve pas à la racine, ou si l'arbre n'est pas vide, je vais la chercher à gauche ou à droite, et ainsi de suite. Donc on raisonne vraiment récursivement, et ça marche très bien. Alors, encore un algorithme important sur les arbres binaires de recherche, c'est parcourir les éléments dans l'ordre. Donc là, je vous ai écrit l'algorithme parce qu'il s'écrit très bien. Donc je rappelle que la structure de l'arbre qu'on parcourt, c'est ça. La particularité qu'on a sur cet algorithme, c'est que parcourir les nœuds dans l'ordre, c'est bien, mais pour en faire quoi? Et par exemple, pour les afficher. Mais donc on va écrire un parcours, et à chaque fois qu'on visite un nœud, on va l'afficher. Sauf que si on ne veut pas l'afficher, mais si on veut par exemple tous les additionner, ou si on veut les compter, ou si on veut faire je ne sais quoi avec, n'importe quoi, on se retrouve à écrire des dizaines de fonctions qui font toutes la même chose. La seule chose qui change, c'est le traitement d'un nœud. Donc en fait, ce qu'on a intérêt à avoir, c'est plutôt une fonction qu'on dit générique, un parcours générique, qui est paramétré par le traitement qu'on veut faire sur chaque nœud. Et donc en fait, on va prendre une fonction dont l'entrée, ça sera t un arbre binaire, et une fonction f qui traite un entier i. Donc voilà, qui est la fonction chargée de traiter chaque nœud qu'elle va rencontrer. Et donc notre algorithme, en fait, il est chargé de parcourir les nœuds dans l'ordre, et chaque fois qu'il faut traiter un nœud, il le délègue ce traitement à la fonction f. Et donc on va écrire une seule fois le parcours, et après on écrira des fonctions de traitement pour chaque traitement dont on pourra avoir besoin. Donc voilà, l'algo est simple. Si l'arbre n'est pas vide, eh bien j'ai besoin de faire quelque chose avec. S'il est vide, j'ai rien à faire, j'ai pas de else. Donc si l'arbre n'est pas vide, je veux parcourir tous les éléments dans l'ordre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je suis sur le nœud x. Eh bien je vais d'abord parcourir le sous-arbre gauche parce que c'est les nœuds qui sont plus petits. Donc je visite t.left. Donc mon algo s'appelle visite. Récursivement il va visiter t.left. Puis ensuite on a traité tous les nœuds inférieurs ou égal à x, donc on va traiter le nœud x, et donc on va appeler la fonction de traitement f sur t.val. Et ensuite, on va visiter t.right, puisque c'est tous les nœuds supérieurs ou égal à x, et donc on va les visiter et les traiter récursivement. Donc vous voyez, c'est un algorithme super simple. Je traite d'abord tous les nœuds à gauche, puis le nœud courant, puis tous les nœuds à droite. Si jamais je voulais faire un parcours à l'envers, c'est-à-dire traiter d'abord le plus grand élément puis le plus petit, donc un parcours en ordre inverse, je vais juste inverser ça et ça, c'est-à-dire que je vais d'abord parcourir le sous-arbre droit, traiter le nœud courant, puis parcourir le sous-arbre gauche, et donc j'aurais traité d'abord les plus grands,
celui du milieu, puis les plus petits, et donc j'aurai traité tout mon arbre en ordre inverse. Alors la difficulté, maintenant en fait la seule difficulté, c'est comment est-ce que je vais faire en C pour passer une fonction à une autre fonction comme paramètre. Et bien en fait en C ça se fait très bien, ça se fait en définissant un pointeur sur une fonction. Donc on a cette notation là, typedef void étoile visitor int. Alors comment il faut la comprendre? On est en train de définir un pointeur, le étoile, le type s'appelle visitor, et c'est un pointeur sur quoi? Sur une fonction qui renvoie void et qui prend un int en paramètre. J'ai envie de dire cette notation un peu barbare là, on peut juste la prendre telle qu'elle. Donc c'est une fonction qui prend un int et qui renvoie void, et on définit un pointeur sur cette fonction, étoile visitor, et le type qu'on définit s'appelle visitor. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer des visitors en paramètres, et je donnerai un exemple tout à l'heure pour voir comment on va se débrouiller pour passer un pointeur sur une fonction. Vous verrez que c'est extrêmement simple, en fait c'est juste le nom de la fonction. Il faut juste qu'elle ait le bon type. Donc ma fonction btVisit qui fait la visite en suivant l'algorithme qui est ici, donc elle prend un arbre T, elle prend un visitor visite, donc un visitor qui est une fonction qui prend un int et qui fait rien, et donc après implémenter l'algorithme c'est vraiment facile. Si l'arbre n'est pas vide, if t, alors je visite d'abord le sous-arbre gauche, donc je fais btVisit de t flèche left et de visite, je visite la valeur du nœud courant, puis je fais récursivement btVisit du sous-arbre droit. Donc c'est vraiment l'algorithme traduit. La seule difficulté technique, c'est cette histoire de pointeur sur fonction, mais qu'on peut prendre comme une recette de cuisine. Alors comment ça s'utilise? Un exemple, je rappelle le code ici, le code le typedef du visitor et la fonction btVisit comme on l'appelle, et on va définir une fonction qui affiche un arbre complètement. Et donc pour ça, on va faire appel à btVisit pour parcourir les nœuds dans l'ordre. Donc en fait, on n'affiche pas vraiment un arbre, on n'affiche pas la structure de l'arbre, on affiche les éléments de l'arbre dans l'ordre. Donc pour faire ça, on va avoir besoin d'un entier count. Donc vous voyez qu'il est défini ici en dehors d'une fonction. Donc en fait, ça c'est une variable globale. Donc voilà un des rares cas où on va avoir besoin d'une variable globale. Cette variable globale va être utilisée par printNode qui est chargé d'afficher un nœud de valeur n, et par printTree qui va être chargé d'afficher tout un arbre. Donc je commence par printTree. Donc je mets count à 0 pour dire donc count ça va être le nombre de nœuds que j'ai visité. Pour dire pour l'instant j'ai visité aucun nœud. J'affiche un crochet ouvrant pour délimiter mon début d'arbre. Ensuite je vais visiter t en lui passant la fonction printNode. Donc vous voyez tout à l'heure je voulais un visitor. Un visitor c'est un pointeur sur une fonction qui prend un int et qui renvoie void. J'en ai une. PrintNode, ça prend un int, ça renvoie void. Et donc en donnant printNode ici, c'est un visitor. En fait en C, le nom d'une fonction est un pointeur sur la fonction. Et donc c'est comme ça que je peux passer une fonction en paramètre. Donc j'appelle btVisit sur arbre T en lui donnant la fonction printNode pour qu'elle se débrouille d'afficher tous les nœuds dans l'ordre. Alors pourquoi j'ai besoin de mon compteur? C'est pour savoir si je suis en train de visiter le premier ou pas. Donc si count n'est pas 0, puisque si count vaut 0, la condition sera nulle et je ne rentre pas ici. Mais je ne fais pas juste count, je fais count plus, qui fait que je l'incrémente après avoir fait le if. Donc ça revient à dire que je vais aussi compter les nœuds. Donc si count donc ça veut dire si count égale 0, si count n'est pas égal à 0, donc puisque 0 c'est la valeur fausse, alors j'affiche une virgule et un espace, et puis après avoir fait le test, j'incrémente count, ce qui fait que le coup d'après où j'appellerai printNode, count sera à 1, puis à 2, puis à 3, etc. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'une variable globale, parce que j'ai besoin de savoir où j'en suis de mon parcours. Est-ce que je suis en train de parcourir le premier, le deuxième, etc. Pour savoir si je dois afficher une virgule ou pas, puisque uniquement si j'ai déjà affiché un entier, je vais afficher une virgule. Donc une fois que j'ai affiché ma virgule, s'il y a besoin,
j'affiche la valeur du nœud, donc un printf pour 100i pour afficher un entier, et n qui est la valeur du nœud, et c'est tout. Donc qu'est-ce qui va se passer? J'affiche un crochet, j'appelle btVisit, donc j'ai mis count à 0, donc la première fois count vaut 0, je l'incrémente et je fais pas le printf, donc j'affiche l'entier, puis btVisit fait son boulot, et la deuxième fois, count vaut 1, donc j'affiche virgule, espace, et l'entier, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et à la fin, je sors de btVisit et j'affiche mon crochet, et donc j'ai affiché ma liste. Donc j'ai besoin d'une variable globale, puisque tous les appels à printNode sont indépendants, ils sont faits les uns après les autres par la fonction btVisit, et pour faire le lien entre deux appels, j'ai besoin d'avoir une variable globale count qui va mémoriser ce que j'ai fait jusque là. Donc si je voulais faire par exemple la somme des éléments, je m'amuserais à faire la somme des éléments plutôt une variable globale somme, et je ferai la somme ici, plutôt que juste me contenter d'incrémenter count. Donc je pourrais faire ce que je veux en fait, traiter les nœuds, ça peut être faire ce que je veux, mais je suis obligé de le faire dans une variable globale, puisque je peux pas, j'ai pas ici dans la fonction printNode qui ne prend qu'un entier en paramètre, j'ai pas d'éléments de contexte et je ne sais pas où j'en suis de mon parcours. Donc je peux mémoriser tout ce que je veux du parcours, mais je suis obligé de le faire dans des variables globales. Voilà, donc la prochaine fois on parlera liste asso. Et je vous remercie d'avoir écouté. Donc je vais mettre en place un document Google Doc probablement, sur lequel vous pourrez poser des questions, et j'y répondrai par écrit. Et je suis en train de voir comment je peux organiser une session de cours en direct, où on pourra directement discuter de toutes ces choses-là. Voilà, donc je vais vous envoyer, je vous ai normalement envoyé les consignes pour travailler. Donc faites-le. J'ai conscience que c'est pas tip top par rapport à un cours classique, les conditions sont pas terribles, mais le plus important en fait de votre côté, c'est de garder le rythme. Soyez vigilants, vous n'êtes pas en vacances, bossez, appelez-vous, faites des Skype, des vidéos, je ne sais quoi, pour discuter des cours entre vous, pour maintenir une ambiance de boulot. Et nous, de notre côté, on essaye de maintenir un contact avec vous à travers différents outils. Donc voilà, en espérant que ça va se passer rapidement, mais on en a à mon avis pour quelques semaines. Voilà, à bientôt.